Bonjour tout le monde, mon nom est Jason Fizet et je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette capsule de l'introduction à la science occulte. Lors des deux dernières capsules, on a parlé des relations du Soleil avec la religion et on a parlé des relations du nombre 12 avec le Soleil, donc du zodiaque, et on a parlé aussi de cette relation-là dans les différentes croyances et les différentes légendes et mythes qui nous entourent. J'ai commencé à parler vers la fin de l'épisode précédent que j'allais vous parler de comment l'occulte qui est présent partout d'une certaine façon nous contrôle et nous manipule. Et comment certaines entités utilisent la science occulte pour exercer un certain contrôle sur nous. Avant de pouvoir vous expliquer les technicalités, de pouvoir vous expliquer différents aspects de ce contrôle-là, je suis obligé de vous expliquer certaines choses à propos de notre réalité. En fait, je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui vont connaître le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont entendu parler de ce sujet, mais qui, devant l'immensité de ce domaine, et devant aussi le manque d'informations concises et concrètes sur la chose, vont garder un certain scepticisme. Mais je sais aussi qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui a peut-être jamais entendu parler de ça et qui donc aimerait comprendre de quoi on parle quand on dit cette expression-là et comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique. Et donc aujourd'hui, je vais parler du conscient collectif. Le conscient collectif, c'est une notion qui nous dit qu'en réalité, on est tous des consciences individuelles, mais que nos consciences individuelles seraient reliées à un conscient collectif. Donc, plusieurs personnes qui sont dans le même domaine ou qui croient à la même chose ou qui ont la même ordre d'idées feraient partie d'un conscient collectif. Cette conscience-là régirait ces gens-là et les aiderait à communiquer entre eux et les aiderait à échanger des informations et aussi permettrait un meilleur apprentissage des différents domaines aux gens qui sont dans ce collectif. Maintenant, on parle du conscient collectif comme étant une conscience universelle qui se serait aussi subdivisée en plein de consciences individuelles, mais qui sont reliées dans un genre de réseau pour s'explorer de l'intérieur afin de se comprendre elles-mêmes. Et donc, le Universal Mind, c'est une notion qui est très différente de ce que la science nous propose jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce que la science nous proposait jusqu'à il y a récemment. Et puis, c'est un sujet qui est très touché et qui est très vaste. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans le passé par rapport à ça. Et il n'y a pas eu d'efforts de mis sur tenter d'expliquer ce que ça, c'est. On s'est plus basé sur le physique de notre univers. Et je pense qu'en observant le physique de notre univers, on s'est occulté, on s'est occulté tout ce côté de l'interrelation entre tout ce qui existe. Maintenant, j'aimerais encore une fois faire appel à la loi de la correspondance qui nous dit que tout ce qui est vrai en dedans va être vrai dehors, tout ce qui est vrai en bas va être vrai en haut, et tout ce qui est vrai dans le petit va être vrai dans le grand. Et j'aimerais nous ramener encore une fois dans notre corps humain. À l'intérieur de notre corps humain, il existe différentes classes de cellules, différents types de cellules, et il existe toutes sortes de cellules en fait. Je pourrais tout énumérer, mais c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que ces différents types de cellules-là, que ce soit une cellule de tissu, que ce soit une cellule de muscle, que ce soit une cellule osseuse ou peu importe, sont différenciées par, si on veut, des races de cellules. Et puis, ces cellules-là n'ont pas de bouche, n'ont pas d'yeux, n'ont pas d'oreilles, n'ont pas de doigts et n'ont pas de nez. Et donc, n'ont pas les 5 sens que nous avons. Mais quand on observe leur comportement au microscope, on se rend compte rapidement qu'en fait, les cellules semblent communiquer entre elles. Et les cellules semblent avoir un set d'instructions précises qui leur permet de savoir quelle race de cellules elles sont, quelle classe de cellules elles sont, quelle est leur fonction dans l'organisme et quel est le travail qu'elles ont à accomplir lors de leur existence et de quelle façon elles vont nourrir le reste des cellules lors de leur mort. C'est intéressant de se rendre compte que, en fait, ces cellules-là semblent communiquer d'une façon que je pourrais qualifier très grossièrement de Wi-Fi. Ils n'ont pas vraiment rien pour leur permettre de communiquer entre elles.
mais semble-t-il qu'il existe un champ énergétique qui les relie et qui leur permet de savoir où elles sont placées par rapport aux autres et qui leur permet de savoir quelle est leur fonction dans le milieu où elles sont. Donc, si je suis une cellule musculaire, je suis à l'intérieur d'un muscle et je sais que moi, personnellement, ma fonction dans le muscle va être le transfert entre le phosphate et le sodium qui va permettre la contraction ou la détraction du muscle. Et donc, je vais me placer de façon à pouvoir transmettre ces deux minéraux-là. Et je vais me constituer mon existence dans la réparation, l'entretien et la persistance de ce système. Et donc, mon emploi en tant que cellule va être de travailler à faire en sorte que tout ça continue. Même chose pour les différents types de cellules, et c'est la même chose partout à grandeur du corps. Maintenant, ça c'est vrai à l'intérieur de nous. À l'extérieur de nous, comment on peut observer ça? Eh bien, je regarde la race humaine comme un seul homme, comme une seule entité. Mettons que tous les êtres humains dans le monde, on est la même personne en milliards de petites cellules, mettons. Eh bien, il y a différentes races de cellules, il y a différentes classes de cellules, et il y a différents domaines dans lesquels ces cellules-là vont évoluer. Eh bien, c'est la même chose, là. Donc, on va avoir différentes races d'êtres humains, on va avoir différentes classes sociales d'êtres humains, et donc différentes importances dans le système humain. Et il va y avoir aussi différents domaines dans lesquels ces humains-là vont évoluer et dans lesquels ils vont travailler collectivement pour faire avancer ou perdurer le domaine et, par le fait même, faire perdurer ou évoluer la race entière. Donc, on a établi différents modes de communication entre nous. Et on a établi aussi ce que l'on appelle l'Internet. Et puis l'Internet, en fait, serait comme notre conscient collectif, mais physique, si on veut. En fait, on a établi une énorme base de données qui va être divisée en différents domaines et différents sous-domaines. Et puis, dans ces domaines-là, nous allons pouvoir aller chercher de l'information et communiquer entre nous. Mais si ça existe d'un point de vue physique, ça existe aussi d'un point de vue métaphysique. Il y a des gens qui se sont penchés sur la question. Je pense entre autres à un scientifique du nom de Rupert Sheldrake, qui a établi une théorie de la résonance morphique. La théorie de la résonance morphique veut que lorsqu'une espèce dans le monde a réussi à apprendre une chose, ça va être beaucoup plus facile pour le reste de l'espèce de l'apprendre. Je vais faire un parallèle avec aujourd'hui. Mettons dans les années 70, les gens commençaient à découvrir la guitare et la guitare électrique et les différentes sonorités qu'on pouvait atteindre avec. Et ça l'a amené à un engouement pour la jeunesse d'apprendre à jouer de la guitare et pour les gens d'apprendre à jouer de la guitare. Et là, si on regarde aujourd'hui sur YouTube les enfants de 8-10 ans qui jouent de la guitare d'une façon virtuose, on se demande, coudonc, les jeunes sont donc bien allumés, sont-ils vraiment plus intelligents que nous dans le temps? Ben, en fait, selon Rupert Sheldrake, ça serait pas exactement ça. D'une certaine façon, oui. Mais d'une autre façon, ce qu'il essaye d'expliquer par son théorème, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui se sont assis et qui ont essayé d'apprendre la guitare, le domaine de la guitare n'a pas changé. C'est toujours aussi complexe, c'est toujours aussi difficile à maîtriser, c'est toujours aussi vaste comme univers. Mais en fait, comme il y a beaucoup plus de gens qui se sont mis à l'apprendre, les générations futures ont beaucoup plus de facilité à l'apprendre. Une des expériences que M. Sheldrake avait faites, il a pris des rats dans un laboratoire et les a mis devant un puzzle. Et il a transmis son puzzle à d'autres laboratoires ailleurs dans le monde en leur demandant de ne pas exposer ce puzzle à leurs rats tout de suite. Et donc il a pris le temps d'apprendre la résolution du puzzle à ces rats dans son laboratoire. Et dans les autres laboratoires, on voyait que les rats avaient de la difficulté avec le puzzle, et peu importe. Et puis lorsqu'il a réussi à apprendre le puzzle à un des rats, eh bien, les autres rats de son laboratoire ont eu plus de facilité à apprendre la solution de ce puzzle. Et conjointement, ailleurs dans le monde, il s'est produit la même chose. Les rats ont de plus en plus eu de facilité à comprendre le puzzle. Ce qui sous-entendrait que pour toute l'espèce des rats, il existe un flux d'informations qui va retenir tout ce que les rats ont appris jusqu'à aujourd'hui et qui va permettre aux rats du futur ou aux prochaines générations de rats de pouvoir apprendre ces domaines-là plus facilement en se connectant à cette donnée-là. Et donc,
Lorsque Darwin parlait de l'évolution des espèces, en fait, il parlait de l'évolution des habitudes des espèces. Charles Darwin lui-même dit dans ses livres que la théorie de l'évolution a une faille, et cette faille est qu'elle ne tient pas compte de l'évolution de la connaissance des races, et qu'elle ne tient pas compte de plein d'autres facteurs qui sont très importants dans l'évolution d'une espèce. Mais on aurait pu renommer le livre de Charles Darwin, au lieu de l'origine des espèces, on aurait pu l'appeler l'origine des habitudes de la nature. Parce que présentement, on est en train de se rendre compte que la nature n'est pas régie par des lois immuables, mais qu'en réalité, la nature est régie par des habitudes. La nature a des habitudes, et ces habitudes permettent des phénomènes. On sait aujourd'hui que dans les laboratoires pharmacologiques, lorsqu'on essaie de créer un nouveau médicament, c'est extrêmement difficile pour une nouvelle molécule d'être synthétisée et d'être cristallisée. Plusieurs laboratoires vont travailler sur la même molécule en même temps, et à partir du moment où un premier laboratoire va avoir réussi à cristalliser la première synthétisation, ça va être beaucoup plus facile pour les autres après de pouvoir l'apprendre. Même s'ils travaillent simultanément, mais sans aucun contact entre elles parce qu'elles sont concurrentielles, et donc elles ne révèlent pas leurs expériences aux autres autour. Du moins pas maintenant. Ça prend un certain temps, une fois que l'expérience a pu être répétée, et que la cristallisation a été stabilisée dans une méthode ferme, que là, on va breveter la méthode, et qu'on va disséminer l'information aux autres laboratoires. Il existe une histoire, en fait c'est un fait qui s'est produit par rapport à la nitroglycérine. La nitroglycérine était un produit qui était impossible à cristalliser et à mettre sous forme solide. Et donc pendant des années, les laboratoires du monde ont tenté de permettre une cristallisation, une solidification de la nitroglycérine, ce qui permettrait sa stabilisation et l'empêcher d'exploser à la moindre secousse. Eh bien un jour, il y a eu un bateau qui a traversé un très long voyage avec des barils de nitroglycérine. Et il y a eu une énorme tempête qui aurait menacé de détruire la cargaison complète par les secousses qu'elle causait. Et donc, on savait qu'on prenait un énorme risque en envoyant ce bateau, mais on a quand même pris le risque parce qu'il y avait beaucoup d'argent d'impliqué dans cette histoire-là. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que la tempête a eu lieu et ça a été une énorme tempête de vent et d'éclairs. Et il y a un éclair qui a frappé le bateau. Et on ne sait pas trop comment ça s'est produit, mais lorsque le bateau a accosté, le premier réflexe que les gens ont eu a été d'observer ce qu'il y avait dans les barils et ils se sont rendus compte que la nitroglycérine avait été cristallisée et donc stabilisée. Et à partir de ce jour, au moment où les gens se sont rendus compte que la cristallisation de la nitroglycérine était possible, ça a été une question de mois avant que partout dans le monde on y arrive. Et donc la résonance morphique serait en fait un phénomène qui dit que la nature est faite d'habitudes. Et que donc, même si on essaie de faire d'une habitude naturelle une loi, eh bien cette vérité-là va changer avec le temps et va devenir autre chose. C'est vraiment vaste comme domaine. Et écoutez, je suis obligé de skipper à d'autres aspects de tout ça, mais je vous laisse un peu avec ça pour que vous puissiez digérer. Et faites vos propres recherches, vous allez voir que ce que je vous dis, ça s'est dit dans des séries, ça s'est dit dans d'autres endroits, et il existe vraiment des données par rapport à cette histoire de la nitroglycérine. Vérifiez par vous-même, vous allez voir. Et faites la recherche sur M. Rupert Sheldrake, parce que ce monsieur a fait des longues recherches sur le domaine. Il a fait maintes et maintes expériences qui ont été répétées. Et il a prouvé toutes sortes de choses, et c'est vraiment intéressant. Alors, bon, on sait qu'il existe un conscient collectif et que notre conscient individuel est relié à ce conscient collectif. Ce qui nous amène à penser à la mémoire. Est-ce que notre mémoire est purement une manifestation informative qui sort de notre cerveau? Eh bien, c'est ce qu'on croyait jusqu'à récemment. Récemment, il y a eu plusieurs cas où on n'a pas pu expliquer comment ça se fait que c'était possible selon notre modèle scientifique actuel sur la science du cerveau. Je vais vous donner deux exemples. Savez-vous ce qu'est un hydrocéphale? Un hydrocéphale, c'est une personne qui a un ratio très important de liquide dans sa boîte crânienne par rapport à son cerveau. Autrement dit, je vais sortir des chiffres fictifs, mais qui sont près de la réalité. Admettons que dans notre boîte crânienne, il existe 95% de matière cervicale et 5% de liquide, qui permet une suspension de cette matière cervicale et qui la protège des parois de notre boîte crânienne,
Eh bien, dans un hydrocéphale, il y aurait un pourcentage plutôt de 5% de matière cervicale pour 95% de matière liquide. Et donc, selon ce que l'on croit sur le cerveau, on serait en mesure de dire, ben écoute, un hydrocéphale va être retardé mentalement, il va avoir des problèmes de fonctionnement, et puis il va être vraiment bizarre. Dans plusieurs cas, c'est vrai. Dans plusieurs cas, c'est vrai. Mais il existe de plus en plus de cas d'hydrocéphalie qui, en fait, évoluent de façon très normale. Et que ça a été beaucoup plus tard dans leur vie qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient hydrocéphalés. Et que donc, on ne comprend pas comment ça se fait que leur système fonctionne et que leur mémoire fonctionne très bien. Et il y a même des hydrocéphales qui sont aujourd'hui diplômés de sciences physiques appliquées chez Harvard et à Yale. Alors, pour vous montrer un exemple, ici, dans le carré jaune en haut, on dit plus tard, un collègue à l'université de Sheffield on lui a appris à propos d'un jeune homme qui avait une tête plus grosse que la normale. Il avait été référé à M. Lorber, qui est le scientifique sujet de l'étude qu'on est en train de lire. Et il a été référé à Lorber, même si ça n'avait pas causé aucune difficulté dans sa vie. Et le jeune homme avait un QI de 126 et avait un First Class Honors Degree in Mathematics, veut dire qu'il a reçu des mentions comme étant dans la première classe et des honneurs en mathématiques. Il avait virtuellement aucun cerveau. Des mesurements de la densité radio connus comme étant un CAT scan ont montré que le crâne du jeune homme était en fait laminé avec une très 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 petite couche de cellules cervicales d'une épaisseur d'1 millimètre et le reste de son crâne était rempli avec du liquide cérébrospinal. Et le jeune homme a continué une vie normale avec l'exception de savoir qu'il n'avait pas de cerveau. Donc, plus bas dans l'image, on nous montre que du dernier groupe qui ont été testés et qui étaient moins de 10% de l'étude, la moitié était profondément retardée. Parce que oui, ça arrive que les hydrocéphalées soient très retardées. Et les autres avaient un QI plus grand que 100, ce qui est quand même un excellent score. Alors, on voit ici que c'est pas nécessairement la condition d'hydrocéphalie qui cause le handicap, mais ça peut être autre chose. Ouais. Un autre exemple, des enfants épileptiques qui avaient beaucoup de crises épileptiques et puis qu'on leur a pratiqué une lobotomie. Une lobotomie, c'est quand on ouvre la boîte crânienne et puis qu'on va retirer une partie du cerveau physiquement et un peu à la manière d'un boucher qui ampute quelque chose. Et puis on va enlever une partie du cerveau et on va refermer la boîte crânienne et on va espérer que tout fonctionne bien. Eh bien, il y a des épileptiques qui ont été lobotomisés et donc qui leur manque jusqu'à la moitié de leur cerveau, mais qui continuent d'évoluer dans le monde et qui continuent d'apprendre et qui n'ont aucune difficulté motrice ou communicationnelle. Et là, je ne vous parle pas de 5K, 6K. Si vous faites la recherche, vous allez voir qu'il y en a des dizaines de milliers. Et donc, de plus en plus, la science commence à se rendre compte que la conscience et la mémoire n'est pas dans notre cerveau. Notre cerveau n'est qu'un récepteur pour la conscience et n'est qu'un modem pour se connecter à la conscience collective, en fait. La fonction individuelle du corps n'est pas nécessairement reliée au cerveau, comme on le pense. Donc, si la conscience collective existe, que la résonance morphique est un fait, et que notre cerveau n'est pas tant important dans notre conscience et dans notre mémoire, que dire de ce que l'on appelle des médiums? Des gens qui peuvent communiquer avec des esprits de l'autre monde ou avec des gens qui sont morts de notre passé ou avec des entités extraterrestres. Extraterrestre voulant dire hors de ce monde terrestre, physique. Que dire des rêves? Ces épisodes dans lesquels on évolue et dans lesquels tout nous semble réel sans réellement l'être. Et dans lesquels on s'explore intérieurement ou dans lesquels on explore d'autres réalités ou dans lesquels on va obtenir des indices sur ce qui s'en vient dans notre vie ou des explications sur ce qui s'est passé dans notre vie. Ça commence à prendre forme. Chez les hindous, ça fait très longtemps qu'on a compris le principe de la conscience collective.
On appelle cette conscience collective Akasha. Akasha, A-K-A-S-H-A. Akasha serait une énergie ou une lumière astrale, si vous voulez, qui contient toutes les mémoires de tout le monde et tous les conscients, et qui est en fait un énorme conscient qui est collectif et qui détient les événements du passé, de l'avenir et du présent, tous en même temps et de partout. Chez les taoïstes et dans les différentes religions asiatiques, on va parler du chi. Et le chi serait une énergie qui nous habite, qui est à l'extérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. Mais en fait, le chi permet au corps humain de faire des choses qui ne seraient pas normalement physiquement possibles. Et donc, ça serait quasiment à dire qu'en fait, il fournit à notre corps l'information qui lui permet de plier la réalité. Dans la Kabbale catholique, on va parler de l'Esprit Saint. On va dire que Dieu a un esprit et que cet esprit voit tout et qu'il est conscient de tout et qu'il agit sur tout. Et donc, même là, dans la religion, on nous parle de ce conscient collectif qui existe et qui nous réunit tous. C'est vraiment quelque chose de massif à comprendre. Et c'est vraiment quelque chose qui va demander beaucoup de recherche de la part de n'importe quel individu pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Mais j'espère, avec cette brève introduction, vous avoir amené à un certain endroit où vous pouvez appréhender le principe de conscience collective. Maintenant, j'aimerais vous amener à faire quelques petites expériences, à faire une ou deux expériences qui vont vous permettre de vous faire percevoir maintenant que votre conscient n'est pas emprisonné dans votre corps. Alors, j'aimerais que vous fermiez vos yeux et que vous calmiez votre respiration et que, peu importe la pièce dans laquelle vous êtes probablement chez vous, tranquille, devant votre ordinateur, vous pouvez vous imaginer la pièce autour de vous. Maintenant, essayez de prendre conscience et de vous imaginer que vous faites partie de la pièce dans laquelle vous êtes. Et maintenant, posez-vous la question, mais où est ma conscience dans tout ça? Probablement, à cause de ce qu'on vous a enseigné à l'école, votre premier réflexe va être de dire, derrière mes yeux, dans mon cerveau. Mais prenez une de vos mains et touchez l'autre main et flattez votre dessus de votre main tranquillement avec votre doigt et mettrez votre attention sur ce feeling. Et maintenant, observez comment votre conscient va changer de focus et va sembler bouger de derrière vos yeux pour aller se concentrer sur ce qui se passe sur votre main. Maintenant, ça se peut que votre esprit résiste à cette conscientisation-là. Et là, votre cerveau, en ce moment, est peut-être en train de débattre du sujet avec vous. Ben oui, donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est n'importe quoi. Moi, je le sens pas, ça a bougé mon conscient. C'est quoi cette affaire-là? Non. Mais juste là, réalisez une chose. Comment ça se fait que vous pouvez écouter votre cerveau qui pense tout seul? Comment ça se fait que vous pouvez vous rendre compte que votre cerveau, il pense tout seul? Ça reste à dire que votre conscience, votre observateur personnel, observe tout ce qui se passe dans votre corps et dans votre tête, mais existe ailleurs. Ah. Voilà. Il y a un autre truc aussi. Vous pouvez vous mettre la tête par en bas, vous accoter sur le bord d'un mur. Et puis là, vous fermez vos yeux et vous essayez d'imaginer où est-ce que votre mind se trouve dans votre corps. Et vous allez vous rendre compte qu'avec la tête à l'envers, c'est vraiment difficile pour votre mind de comprendre où ce qui est rendu. Il existe d'autres moyens de le voir, mais je vous laisse faire vos recherches, je vous laisse faire vos expériences, puis vous allez vous en rendre compte vous-même. Votre conscience n'est pas votre cerveau et elle n'est pas votre corps. Elle observe ce que votre corps fait et ce que votre cerveau pense. Et elle régit ce qui se passe. C'est par votre conscience que vous bougez votre bras et que vous l'amenez à agripper un objet. Mais en fait, votre conscience interagit avec votre cerveau qui, lui, va envoyer les impulsions qui vont faire que votre corps va fonctionner.
Mais le cerveau n'est pas nécessaire à tout ça, comme on l'a vu tantôt avec les hydrocéphales et les épileptiques. Mais il permet une facilité à ce que ça se passe. Bon. Maintenant, le conscient collectif, est-ce qu'il est influençable? Oui, vraiment. Et comment ça fonctionne? C'est simple. Si on prend un être humain et qu'on l'assit devant une télévision, et qu'on lui montre des documentaires et qu'on lui apprend toutes sortes de choses, eh bien, son conscient va être, sa conscience personnelle va être influencée par les stimuli qu'on lui apporte. Et donc, par l'assimilation que sa conscience va faire des données qu'on lui envoie, de l'information qu'on lui envoie, il va tirer des conclusions et il va intégrer cette information-là à ce qu'il est, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, imaginez que le conscient collectif est en fait la somme de toutes les consciences qui existent et qui, en même temps, il est conscient qu'il est cette somme-là. Donc, si un certain groupe d'êtres humains pense à la même chose et focalise sur la même chose, ça va créer un effet d'agglomération dans le conscient collectif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons que tout le monde est assis pour écouter les nouvelles le soir, et que tout le monde écoute la même nouvelle, donc tout le monde a le focus sur le même événement, sur la même chose. Et ça va créer un courant qui, lui, va monter vers le conscient collectif, et le conscient collectif va tenter d'assimiler ce courant-là et va tenter de le redistribuer au reste de la masse du conscient collectif. Autrement dit, si on peut avoir assez de gens qui pensent la même affaire, eh bien, on va pouvoir changer la réalité dans cette direction-là. Donc, si on influence les conscients individuels sur une certaine masse, on va pouvoir influencer le conscient collectif, qui lui, à son tour, va influencer le reste des consciences individuelles. Et c'est le pourquoi de la religion, c'est le pourquoi des gouvernements, c'est le pourquoi des médias, c'est le pourquoi du marketing, c'est le pourquoi de tout ça. C'est parce que l'on sait cette loi occulte depuis longtemps, mais on continue de nous l'occulter parce que de cette façon, on a un certain contrôle sur nous et de cette façon, les gens qui sont en haut et qui détiennent la majorité de l'argent peuvent continuer de jouer leur rôle. Ils nous emmènent où ils ont besoin de nous emmener. Ils nous font comprendre ce qu'ils ont besoin qu'on comprenne pour que leur plan à eux autres fonctionne. Leur plan, y est-tu méchant, y est-tu bon? Je ne le sais pas. Je suis pas là pour le dire. Puis je ne suis pas un conspirationniste qui va essayer de dire « Ah, je ne suis pas un utopiste qui va dire « Ah, mais non, mais c'est important parce que... » Je suis un réaliste. Je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que malgré les intentions qui peuvent sembler très très bonnes de la part des gens qui exercent ce contrôle, eh bien le résultat n'est pas toujours positif ni négatif. Le résultat va être partagé. Parce que dépendamment des affinités des consciences individuelles, ça va se séparer en différentes classes et ça va se séparer en différentes choses. Notre conscience et notre corps ont un flux d'informations qui dit à nos cellules d'être des muscles, d'être des poumons, d'être des os, d'être des nerfs, d'être un cœur, d'être un cerveau, d'être ci, d'être ça. Mais la même information véhicule dans toutes les cellules, parce que dans toutes les cellules, on peut aller chercher l'ADN, et dans l'ADN, on a le code qui nous construit. Là, c'est important de comprendre là, que on va uploader de quoi au conscient collectif, et le conscient collectif va redistribuer cette information à l'ensemble des consciences, mais les consciences, eux, dépendamment de leurs affinités et de leur polarité, vont intégrer cette connaissance-là d'une façon différente. Et c'est ce qui provoque les différents effets qu'il y a dans le monde par rapport à ça. Dans les prochaines capsules, là, je suis obligé de m'arrêter là parce qu'on est déjà rendu à notre demi-heure normale. Et puis, je veux que vous preniez le temps, avant la prochaine capsule, d'intégrer ce que je viens de vous expliquer. Le conscient collectif existe. Le conscient collectif est là. Allez chercher des gens comme Rupert Sheldrake, Pete Peterson, Charles Darwin,
On peut parler aussi de différents psychologues qui ont existé comme Nietzsche, comme Freud. Et puis on regarde leur théorie à la lumière de la connaissance du conscient collectif et on comprend beaucoup mieux de quoi ils parlent. C'est à croire qu'eux autres mêmes le savaient eux aussi, mais qui ont fait exprès de ne pas le dire exactement, de le garder entre les lignes. Et donc, c'est ça. Dans les prochaines capsules, ça va être comme un genre de mini-série à l'intérieur de la série, où je vais commencer à énumérer les différents moyens d'utiliser le conscient collectif pour manipuler la masse de l'être humain et donc créer différents clans et différentes polarités. Je vais revenir dans mes notes pour vous dire exactement de quoi je vais parler. Je vais commencer par parler de religion. Je vais parler de culte et de secte. Je vais parler de leur interrelation avec l'argent. On va parler beaucoup de l'argent là-dedans. Parce que c'est quoi l'argent par rapport au conscient collectif, puis à quoi ça sert? Eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de beaucoup plus occulte et spirituel que ce que l'on veut bien croire. On pense que l'argent, c'est matériel, c'est physique, puis c'est juste du matérialisme, mais pas tout à fait. On va parler de la loi, du système légal, de comment le système légal est intimement relié à l'occultisme. On va parler des forces de l'ordre, et je parle de forces de l'ordre et non pas d'agents de la paix, parce que c'est deux choses complètement différentes. On va parler des contrats, on va parler des taxes, des impôts, on va parler de publicité, de marketing, des médias de nouvelles. Et on va parler de ces choses-là pour commencer. Et on va aller chercher le parallèle entre ces différentes zones-là. Et on va aller chercher c'est quoi l'outil qu'on se sert derrière tout ça qui est l'occultisme et comment on s'en sert de l'occultisme. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette initiation à la science occulte. Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Mon nom est Jason Fizet. Et au revoir.